Cette question, et si l'armée russe n'avait pas la capacité de mener une offensive décisive sur l'ensemble du front de Donetsk? C'est vrai que certains mille blogueurs russes commencent à se poser la question. En cause, leurs difficultés du côté de Vuhledar. Vuhledar, on vous en parle souvent ces derniers temps, c'est à 150 km au sud de Bakhmout, où, selon eux, les Russes n'auraient plus l'initiative depuis la fin janvier. Il y a une image virale d'ailleurs qui ne cesse de tourner sur les réseaux sociaux qui nous montre récemment la destruction de blindés russes par des mines ukrainiennes. Alors que se passe-t-il précisément à Vuhledar? Élément de réponse avec Laura Pouget. On ne les compte plus sur les réseaux sociaux. Ces vidéos où l'on voit les tanks russes se faire exploser par les mines ukrainiennes, puis gisant, abandonnés sur le front. Le front de Vuhledar, là encore, un autre, et plusieurs autres à côté, tels déjà des carcasses. Ici, on voit des hommes parvenir à s'en échapper. Là, un char qui brûle et sera bientôt complètement détruit. Ou encore, vu de près, un véhicule puis un second, très endommagé et laissé sur le bord du chemin. D'après les renseignements britanniques, l'armée de Moscou aurait souffert de pertes particulièrement élevées dans cette zone de Vuhledar, contrainte d'abandonner en une fois 30 blindés lourds après un assaut raté. La faute notamment à l'inexpérience et à la mauvaise formation des soldats envoyés dans cette partie sud de l'oblast de Donetsk. Résultat, le mécontentement s'est emparé des blogueurs militaires russes, les seuls qui se permettent de critiquer l'armée. Selon eux, ce sont les mêmes commandants qui seraient à l'œuvre aujourd'hui à Vuhledar et qui ont supervisé en novembre les attaques manquées de la 155e brigade d'infanterie de marine sur Pavlivka. Certains plaident pour leur renvoi, d'autres parlent même de procès publics qui devraient leur être intentés. Vuhledar, ville de 14 000 habitants avant la guerre, n'en compterait désormais plus que quelques centaines. Évoquée un temps comme un autre Bakhmout, une cible stratégique des Russes, elle semble s'être transformée en bourbier. Général Dutartre, pour qu'on comprenne ce qui se passe sur le terrain, il semble que les Russes, notamment du côté de Bakhmout, aient une supériorité quand ils sont près des villes. Et comme là, à Vuhledar, dès qu'ils se trouvent dans des zones très découvertes, plutôt techniques et tactiques, dans ce cas-là, ils perdent face aux Ukrainiens. Oui, Christophe, vous avez raison. Ils ont une certaine supériorité en termes d'infanterie, en fait. C'est-à-dire quand c'est homme contre homme, avec le nombre, en fait, ils peuvent, si vous voulez, parfois submerger, si vous voulez, les premières lignes d'infanterie de l'armée ukrainienne. Lorsqu'il s'agit d'armes blindées un peu plus lourdes, on l'a vu depuis le début du conflit que les Ukrainiens disposaient de systèmes anti-chars extrêmement performants. Ils sont très bien renseignés, c'est-à-dire qu'ils voient arriver de loin les chars, et puis ils sont bien disposés, ils ont l'habitude. Et là, ce que vous signalez est assez intéressant parce qu'on est au sud, on est toujours sur le front, hein, mais le front, il fait 850 km. On se concentre beaucoup sur Bakhmout, mais comme le disait Anne tout à l'heure, on est à 150 km de cette partie extrêmement chaude d'infanterie. Ça dépend également du relief. On ne dira jamais assez à quel point le relief est important. Si vous voulez, c'est extrêmement dégagé. Là, on le voit, c'est assez plat. J'imagine que les Ukrainiens sont dans certaines tranchées cachées, en fait, et ils sortent avec un missile anti-char à 1 ou 2 kilomètres de portée, et ils vont comme ça tirer sur les chars qui arrivent. Et même chose, on voit bien que leur approche de chars, elle n'est pas bonne. Regardez, ils sont tous ensemble, là, 3-4. Il ne faut surtout pas se mettre comme ça. Je ne vais pas leur dire comment il faut se mettre, mais c'est surtout pas ça, parce que là, ils sont alignés, donc les uns derrière les autres, ils peuvent se faire intercepter. Il faudrait être plus dispersé, c'est ça, hein? Bien sûr, beaucoup plus Laura dispersé. disait manque d'expérience. C'est flagrant quand on voit ces colonnes de chars. Au tout début de cette guerre, d'ailleurs, il y avait aussi des colonnes de chars. Et on se souvient que les Ukrainiens arrivaient à les éliminer un par un. On a l'impression que techniquement, sur le terrain, ils n'ont toujours pas appris. Alors, c'était pas la même chose, c'est pas au même endroit, hein. Vous vous souvenez que c'était au nord de Kiev et également au nord-est, hein, et ils avaient pris des grandes routes comme ça. Donc c'était des colonnes de chars. Et d'ailleurs, ils n'attendaient pas à la résistance, ils attendaient même avec un uniforme de parade, et qui se sont accueillis en arrivant à Kiev. Donc là, ils avaient été totalement surpris. Ils avaient été pris au début de la colonne. En fait, les Ukrainiens avaient stoppé la colonne devant, derrière et puis au milieu. Et donc, du coup, après, les Russes s'étaient fait prendre au piège, en fait. Et c'était quasiment la même chose sur le côté nord-est. Là, c'est différent. Là, on a des plaines qui sont beaucoup plus larges. Alors aussi, ça dépend de l'état des champs. Si vous voulez, si les champs sont boueux, là, c'est très difficile pour les chars. Ça dépend. C'est pour ça qu'ils restent sur les chemins, quelque part. Voilà, et donc sur les chemins. Alors là, ils hésitent un peu entre les deux. Est-ce qu'il est opportun de faire une contre-offensive à ce moment-là? Est-ce que c'est le bon jour, la bonne heure? Enfin, vous voyez, il y a tas de questions qui peuvent se poser, tant mieux pour les Ukrainiens. Et donc, ça me démontre une chose, c'est que les Ukrainiens sont quand même extrêmement organisés.
Ils tiennent cette ligne de front qui est très grande, 900 km, avec des tirs tous les jours, avec des endroits qui sont plus chauds que d'autres. Là, en tout cas, ça va dissuader les Russes d'avancer de ce côté-là, du côté du Vuhledar. Magali, ça va être très compliqué de vouloir récupérer tout l'oblast de Donetsk. C'est ce que disent les 1000 blogueurs russes aussi, en disant ils n'ont plus l'initiative de ce côté-là, en tout cas. Les 1000 blogueurs russes, là, sont fous furieux, parce qu'en plus, manifestement, le commandant qui est en chef de cette unité que l'on voit se faire massacrer sur ces images, était également en charge d'un précédent assaut qui, au mois de novembre, à côté de Vuhledar, a tourné au massacre aussi pour l'armée russe. Donc, ce que dénoncent ces blogueurs russes, c'est en fait le fait que l'armée russe n'apprend pas de ses erreurs, que rien ne change et qu'on a des soldats qui sont là inexpérimentés, où les tactiques, en effet, ne sont absolument pas adaptées au terrain. Et en effet, en novembre, il y avait eu 300 hommes massacrés russes dans cet assaut qui était dans une ville à côté de Vuhledar. Et là, manifestement, les pertes sont à nouveau considérables. Donc véritablement, maintenant, on voit le nom de ce commandant qui s'appelle Muradov apparaître en grosses lettres partout sur les réseaux sociaux pour demander sa tête et demander des procès publics. Il y a une volonté maintenant de tirer les leçons du côté russe pour que ce genre de choses ne se reproduisent. Mais ce qui peut se passer en plus, Magali, ce qui est intéressant sur ce que vous dites, c'est qu'on va cibler le commandant de l'unité, mais il faut savoir quel ordre lui-même il a reçu. Parce que vous savez, c'est bien ça. Si on lui dit vous discutez pas, vous y allez. C'est vertical. Mais oui, souvent c'est une verticale. Donc c'est aussi un problème d'organisation de la chaîne de commandement du côté russe. Je vous laisse la parole dans un instant à la poédie. Christian Megrellis, vous les connaissez bien, ces Russes. Quand les 1000 blogueurs en général se réveillent pour désigner, alors rarement le Kremlin bien évidemment, mais l'armée, Gerasimov bien évidemment, en général c'est jamais bon signe pour l'armée de Moscou. Ben oui, quand ils ont suffisamment de courage pour dire ça va pas, c'est que ça va pas, vraiment pas. Et ces 1000 blogueurs ou autres, enfin je sais pas combien ils sont, mais en tout cas ces blogueurs ont bien repéré les faiblesses et ont bien repéré les responsabilités. Et c'est une manière de troubler la population qui croyait qu'on était sur une promenade militaire et qui s'aperçoit de plus en plus qu'on est sur une vraie guerre, et une guerre qu'on a du mal à gagner, qu'on ne gagne pas. Mais il peut y avoir un renvoi ou un procès public de ce Muradov, selon vous? De ce commandant-là? Non. Pas tout de suite. C'est public. Pas non. du tout. Ouais. Allah. Oui, ce qu'on voit dans cette situation à Vuhledar, c'est en fait tous les problèmes de l'armée russe se sortent en concentré. Vous avez bien souligné, Magali, la problématique de commandement. En fait, on peut mobiliser 100 000, 300 000, peut-être 500 000 des personnes, mais pour avoir un commandant, quelqu'un qui va gérer des différentes unités de différentes tailles, il faut des années et des années de pratique. D'abord les études et après la pratique. Donc, ils sont à court de responsables, des lieutenants, de peut-être colonels, des unités. Donc, ils utilisent ce qu'ils ont sous la main. Il n'y a pas grand-chose qui reste. En se disant toujours, on verra, peut-être cette fois ça passera, mais ça passe pas. Parce que ici, en face de l'armée ukrainienne qui s'aguerrit, qui prend de l'expérience, qui s'arme, il faut avoir vraiment une bonne expérience. Et là, le problème de cette unité qui a été décimée, c'est aussi les champs, parce que les Ukrainiens ont bien préparé les environs et les champs sont extrêmement bien minés. Il y a des mines. C'est ce qu'on voit sur l'image. Bien évidemment, on voit les comme chars, ça explose. les premiers ne sont pas touchés par des missiles, mais sautent sur des mines, justement, dès qu'ils essayent de sortir du chemin. Oui. Et après les autres, parce que les premiers, ils sont touchés ils sautent sur les mines, et ça fait montrer aussi la présence de cette colonne en indiquant l'endroit précis qui permet à l'artillerie aussi de enlever tout ce qui reste. Et c'est vrai que ce qui est le plus étonnant quand même, c'est que par exemple l'extrait, peut-être vous avez vu ou les téléspectateurs ont vu, de Vladimir Poutine à qui on a posé la question par rapport à cette unité autour de Vuhledar, et
apparemment, il est complètement sur une autre planète. Il n'a pas entendu parler des problèmes. Il dit oui, ils se battent très bien, notre armée avance très bien. Donc ça met vraiment le point sur le problème de la Russie en général, qu'en étant à côté de la plaque, si je peux me dire, ils ne vont jamais avancer. Et c'est tant mieux pour nous. Vous avez vu à l'instant ce char sautant sur une mine dès qu'il essaye de sortir du chemin ou de la trajectoire.